Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne donc Crypto Force, cette actualité crypto numéro 62. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin, mais également des projets crypto comme le VeChain, XRP, Cardano également, parce qu'on m'a demandé de faire une petite mise à jour sur Cardano, donc ce sera avec plaisir. Et également sur VV Digital Collectibles. Et en fin de vidéo, vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, on parlera des actualités crypto plus générales, mais également économiques, où là aussi il y a des choses à dire, notamment sur l'avenir économique de la France, vu en plus par Bruno Le Maire. Mise à jour. Voilà, donc on verra tout ça, les amis. Mais avant ça, on va commencer par un petit tweet de Nalik Studio que j'ai trouvé vraiment très intéressant pour vous le relayer, où il fait référence désormais à la totalité des flux entrants sur le marché des ETF Bitcoin Spot. Et regardez, on parle de 37 milliards de dollars déjà qui ont été accumulés sur les assets, c'est-à-dire qu'on appelle ça aux États-Unis, c'est les Assets Under Management ou AUM pour l'acronyme. Et donc, c'est tout simplement voilà, l'argent qui a été injecté dans l'ETF Bitcoin Spot et donc qui est sous le management des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, etc., Fidelity et compagnie. Et donc ça, seulement en 25 jours de trading. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le délire, parce que derrière, quand on fait le comparatif, et c'est exactement ce que fait donc Nalik Studio, c'est le comparatif avec notamment les ETF sur l'or, eh bien, au niveau des assets under management, eh bien, les ETF Bitcoin Spot sont équivalents désormais à 40% quasiment de la totalité des ETF en or. Sauf que les ETF sur l'or, ils sont là depuis des dizaines d'années. Donc, clairement. Et l'or, c'est déjà une valeur refuge, c'est un mastodonte. Et pourtant, en un mois, en moins d'un mois, en 25 jours, les ETF Bitcoin sont en train de rattraper en toute vitesse, comme à la Usain Bolt, clairement les ETF sur l'or, en termes de AUM. Je dis bien en termes de AUM. Donc c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer, et surtout que là, bon, quand on voit ces chiffres-là plutôt totalement impressionnants, ce n'est pas du coup surprenant qu'on voit des articles de ce genre-là arriver avec un article de journalducoin.com où le Bitcoin, donc les banquiers US, supplient la SEC de pouvoir héberger les ETF Bitcoin. Ah bah oui, parce que quand on voit le raz de marée et la succès qui est en train de devenir simplement les ETF Bitcoin Spot, tout le monde désormais veut sa part du gâteau. Et donc là, c'est là où on voit qu'on a un véritable changement de paradigme sur le Bitcoin, puisqu'il y a un an encore en arrière, on était sur un créneau pas du tout pareil. C'était un discours de la part des gestionnaires d'actifs comme Larry Fink, le PDG de BlackRock et même la majorité des banquiers, c'était le Bitcoin, surtout n'y allez pas, c'est pour les criminels, les bandits, tout ce que vous voulez, vous allez vous faire arnaquer. Voilà. Aujourd'hui, en un an, on a fait machine arrière toute, et aujourd'hui, c'est tout le monde veut s'arracher des parts du Bitcoin. Donc là, c'est assez impressionnant. Donc là, cet article date du 16 février 2024. Et c'est pas étonnant quand on voit, bien évidemment, les chiffres mathématiques liés aux ETF Bitcoin Spot. Deuxième article, les amis, donc là j'ai un article de cryptost.fr, donc le Bitcoin dépasse désormais les 1000 milliards de dollars de capitalisation, ce qui le place en tant que dixième actif le plus capitalisé au monde. Donc c'est plutôt un bel exploit pour une crypto-monnaie qui est à la base destinée, comment on va dire, avec un petit touche d'humour aux criminels, clairement. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que j'ai mis la main donc là je suis sur tradingview.com, justement sur les entreprises les plus cotées au monde. Et là, vous voyez, vous avez donc Microsoft, qui est l'entreprise la plus capitalisée au monde à un niveau boursier, avec 3000 milliards de dollars. Ensuite, vous avez Apple, vous avez Saudi Arabian, c'est-à-dire le pétrole, bien évidemment, Nvidia, qui a tout explosé sur son passage, souvenez-vous-en, il y a très récemment, et donc qui a gratté des parts du marché sur la capitalisation boursière, Amazon, Google, également Meta, enfin anciennement Facebook, et donc derrière vous avez, regardez là on a 1200 milliards, et donc vous avez le Bitcoin juste derrière avec 1000 milliards. Et c'est pas fini, parce que là on est, bien sûr, sur la phase, on est à des prix à 50 000 dollars, on n'a pas encore atteint l'ancien ATH de l'ancien bull run. Donc on imagine que le Bitcoin a encore de la marge pour justement prendre
et conquérir des parts du classement sur la capitalisation boursière par rapport aux entreprises les plus cotées au monde. Et bien sûr par rapport à l'or également, mais sachant que l'or, je crois que c'est 10 000 milliards de capitalisation boursière, il y a du chemin quand même à faire avant d'arriver jusque-là. Bon. Mais en tout cas, on voit que là, se passe quelque chose. Bon, donc ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui. Donc les amis, je vais passer désormais aux projets liés à des entreprises derrière, donc plus centralisées, notamment comme le VeChain, comme vous pouvez voir ici. Et donc ici, j'ai un tweet de la fondation VeChain qui fait référence donc à un nouveau produit qui a été développé par World of V Labs, c'est-à-dire le marketplace officiel quasiment de l'écosystème du VeChain, du moins la plus grosse marketplace, hein, l'équivalent de OpenSea dans l'écosystème du VeChain, pour vous faire la référence. Et donc, World of V Labs a tout simplement mis en place un système, alors j'en avais déjà parlé, mais là ils l'ont amélioré, où ils ont mis en place un système de puces NFC que vous pouvez coller sur votre n'importe quel objet au final, hein. Mais eux, ils ont fait ça en échelle presque industrielle, et notamment, vous voyez la paire de baskets, eh bien, elle est quasiment décrite donc dans la blockchain, bien évidemment, sous forme de NFT, avec un aspect donc digital, donc physique d'un côté et virtuel de l'autre, et le passeport, en fait, quand vous scannez la puce NFC présente sur la chaussure, eh bien, c'est quasiment l'équivalent d'un passeport qui démontre l'authenticité et la qualité du produit. C'est en tout cas comme ça qu'ils le vendent hein, dans leur tweet. Donc là, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'on est en train d'arriver dans une nouvelle ère et on voit que le VeChain eh bien, a totalement sa place dans son qualificatif de solution par rapport à des problèmes logistiques, supply chain, que rencontrent toutes les entreprises dans le monde. Et ça depuis des centaines d'années. C'est vrai que la logistique, ça a toujours été la bête noire des industries pour quel que soit le secteur au final. Bon, et on voit très bien quand on voit des grosses sociétés dans le monde hein, qui mettent des milliards dans des solutions d'ERP, c'est-à-dire des solutions d'application en interne pour essayer de faciliter et de gérer leur logistique. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas forcément bien, ça coûte des milliards, vous avez des équipes entières de développeurs qui sont basées là-dessus, voilà. Là, avec la solution du VeChain, tout ça devient extrêmement transparent, plus simple à gérer, etc. Donc ça fait gagner des milliards au final, des millions en tout cas, à ces mêmes entreprises. Pour peu qu'elles mettent en place la solution, bien évidemment, basée sur la blockchain. Bon. Ensuite, donc là, je vous montrer également, je continuais sur le VeChain. Donc, j'ai un autre tweet de Jake cette fois. Alors, Jake, c'est le leader, c'est le responsable communication de la fondation VeChain, également le responsable communauté, qui fait référence, c'est là où je voulais montrer, hein, parce que je trouve ça très intéressant, parce qu'on a de plus en plus un lien, désormais, en 2024, en tout cas, depuis la sortie de l'Apple Vision Pro. Souvenez-vous-en, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus la semaine dernière sur l'Apple Vision Pro, qui est sorti la semaine dernière. Et depuis, on a effectivement ce genre de vidéo. Et donc là, Jake fait référence simplement à peut-être un brainstorming ou alors une réunion qu'il a eue ou sa manière de travailler seulement sur les projets où il montre tout simplement les avantages des partenariats entre Boston Consulting Group, VeChain, mais également la plateforme Arthur. Bref, voilà. Donc là, il faisait référence au système de X to Earn, c'est-à-dire apprendre pour gagner des crypto-monnaies. Et c'est surtout la façon dont il amène tout ça, c'est la façon dont il travaille. Regardez, donc là on a un membre du VeChain qui est dans le métaverse, entre guillemets, dans le Web 3.0. J'imagine qu'il utilise le Apple Vision Pro, parce que ça ressemble très fortement à l'Apple Vision Pro. Et donc, on a un vrai mélange de plus en plus, on le voit, hein, entre l'aspect virtuel des choses et également l'aspect de la réalité augmentée et le business, le quotidien de tous les jours, même dans le milieu professionnel. Et là, entre guillemets, on a de plus en plus une vision de ce que va devenir l'avenir. C'est qu'on a dans le métaverse, eh bien, on aura la possibilité, justement, d'évoluer comme ça dans les réunions, peut-être, hein, avec vos collaborateurs, vos collègues, etc. Eh bien, vous aurez peut-être des lunettes en réalité augmentée. Alors, bien évidemment, on imagine mal tout le monde dans les bureaux avec le Apple Vision Pro comme il est, parce que c'est pas du tout esthétique. Mais si on arrive à développer un jour des lunettes, un peu comme des lunettes de vue hyper discrètes, que personne ne remarque désormais, hein, c'est devenu courant, eh bien, on pourra effectivement avoir ce genre
d'évolution dans les relations au quotidien. Bon, pourquoi pas? Bon, les amis, donc là, je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment une démocratisation, hein, on le voit, dans cet aspect de réalité augmentée. Ensuite, et là, maintenant, c'est vrai que vous avez été, j'ai parlé effectivement de l'épisode où on a eu une explosion des prix. Alors, je pense que vous êtes tous, si vous êtes intéressés de plus ou moins près au VeChain, vous avez forcément vu que là, dans les quelques jours enfin, précédents, là, on a eu une explosion des prix. Et donc, je veux savoir, ben, qu'est-ce qui s'est passé sur le VeChain pour justifier cette explosion des prix. Et donc, il y avait cet événement. Cet événement qui a été annoncé par VeChain, c'est un événement qui aura lieu entre le 26 et le 29 février donc 2024 et qui s'appelle MWC et qui aura lieu à Barcelone. Donc, est-ce que c'est l'annonce de cet événement qui a fait exploser? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas la science infuse, hein, je vous le dirai, je vous le répète constamment. Je ne suis pas un conseiller financier d'ailleurs, hein, je vous le rappelle. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Et bien sûr, vous devez faire vos propres recherches avant tout, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que au moment où ça a explosé, c'est la seule nouvelle qui a émergé de la part de la Fondation Vestienne entre-temps. Donc, c'est peut-être ça qui me fait dire que c'est une des nouvelles voilà, qui a mis le feu aux poudres, si je puis dire, parce que on aura une intervention du PDG de la Fondation VeChain qui va en fait annoncer des grosses updates, hein, comme c'est marqué là, des annoncements majeurs sur l'écosystème du VeChain et du Web 3.0 pour en fait l'année 2024. Donc quelque part, ils vont annoncer peut-être des gros partenariats ou alors des projets, je sais pas, honnêtement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette annonce a eu un énorme impact. Donc est-ce que c'est la hype, c'est les rumeurs, et donc on va avoir après un massacre des prix quand on aura finalement l'annonce au 28 février, parce que ce sera au final pas du tout au rendez-vous de la hype comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les projets crypto, ou alors, inversement, on a des insiders, des baleines, des investisseurs qui ont misé en masse sur le VeChain parce qu'ils savent déjà ce qui va être annoncé et que c'est une tuerie. Franchement, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. De toute façon, on ne sait pas. Donc moi, je vous dis, c'est à vous peut-être de vous faire votre propre opinion là-dessus. Et de toute façon, on sera vite fixé, hein, le 28 février. Bon, allez, je continue. Et donc là, on a effectivement notre nouvelle qui peut également expliquer en partie, hein, même en grosse partie, ce qui s'est passé sur le VeChain, là, au niveau des prix. C'est qu'on a eu 2 millions, voilà, donc ça a été annoncé le 13 février 2024, juste avant la hausse des prix. On a eu des records, c'est-à-dire de 2 millions de transactions sur une journée provenant d'un seul smart contract. Et là, il parle du partenariat en fait entre PwC et Walmart China. Donc, j'en ai déjà parlé de Walmart, bien évidemment, qui est en train vraiment d'exploser tous les compteurs, hein, et de faire exploser les volumes sur l'écosystème du VeChain. Donc, est-ce que c'est peut-être Walmart qui est en train de développer en masse la solution du VeChain dans toutes ces structures au niveau mondial et pas que en Chine? C'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et donc forcément, ça a des impacts sur l'utilisation des volumes du VTHO, hein, qui est la deuxième crypto-monnaie liée à VeChain. Et donc derrière, ça fait exploser tous les compteurs. Voilà, donc c'est vraiment des hypothèses que je vous mets là. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer sur VeChain. Et je vais vous dire, c'est pas surprenant quand on connaît l'utilité du projet, hein. De toute façon, vous savez, ça fait 1 an que j'en parle. Bon, allez, je continue sur le VeChain. Donc là, j'en ai profité pour remettre à jour les statistiques sur VeChain. Donc notamment au niveau des adresses, des comptes connus, on a une explosion toujours, hein. Vous voyez, on est vraiment dans une phase de hausse, parce que regardez, en novembre 2023, nous étions à 2 472 000 adresses, donc wallet connues sur l'écosystème du VeChain. Et là, aujourd'hui, nous en sommes à 2 809 000. Nous allons atteindre rapidement, hein, je pense, les 3 millions. Et en 7 jours, on a gagné 35 000 portefeuilles. Donc, investisseurs potentiels, hein, sur l'écosystème du VeChain. Et au niveau des transactions, donc là, on voit on est plus désormais à 2 millions de transactions, hein, par jour. On en est désormais à 240 000, donc ça a baissé entre-temps, bien évidemment. Et on a également, sur une semaine, 1 million de transactions. C'est quand même une énormité absolue sur l'écosystème d'une blockchain. Clairement, enfin, comme le VeChain, par exemple. Voilà, donc là, on est plutôt en phase de hausse, toujours plutôt bon signe pour le VeChain. Et puis, on verra bien ce que ça donne, hein, bien évidemment, les amis.
N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, pourquoi selon vous ça a explosé comme ça, si vous avez des nouvelles que moi je n'ai pas vues, que je n'ai pas eues, n'hésitez pas à le dire pour bien sûr partager cette information à l'ensemble de la communauté. Bon, allez, je passe à la suite, prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Donc là, on a un petit drop qui est prévu aujourd'hui, qui est sorti au niveau des Lamborghini, comme vous pouvez le voir ici, en réalité augmentée. Donc là, on a un beau petit drop. On voit que ça commence à s'étoffer de plus en plus, donc les drops sur VV au niveau des voitures. Donc j'espère qu'on pourra les conduire un jour dans le VV Verse, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de nouvelles du VV Verse. Ça, c'est vraiment embêtant. Ils sont totalement à la bourre là-dessus. C'est vrai qu'ils ne gèrent pas très bien leur jalon, il faut le dire. Le VV Digital Collectible, vraiment le point noir. Ensuite, on a également un autre drop, donc qui aura lieu le samedi 24 février, donc c'est Blade. Donc là, on voit que le partenariat entre Marvel et VV Digital Collectible continue de tourner. Et donc, pour finir, pour clôturer l'avancement de ce projet, parce qu'il n'y a pas d'autres nouvelles vraiment intéressantes, hein. Vous avez montré la semaine dernière des vidéos sur le Apple Vision Pro. Bon, donc on a compris que là, on est au tout début de la technologie de réalité augmentée avec les casques de réalité augmentée, etc. 3500 euros, il faut y aller. Mais, euh, mais on voit que là, si ça se démocratise, si les gens sont prêts quand même à mettre 3500 euros, c'est quand même très cher, eh bien, on voit qu'on entre dans une nouvelle ère et que, du coup, VV Digital Collectible est très bien placé hein, pour profiter de cette vague-là. Mais après, voilà, comme on dit, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, au niveau du market de l'activité hein, sur la plateforme VV, sur l'application, on voit que hier, entre aujourd'hui et hier, ça a été un massacre. Là, on a perdu 36% d'activité. Le chiffre d'affaires a baissé bien évidemment en comparaison et on a moins de transactions également à moins 70% d'une journée à l'autre. Donc on voit vraiment que c'est pas du tout constant hein, et que c'est forcément lié à la sortie des drops d'un jour à l'autre également on comprend. Ensuite sur une semaine, donc là pareil, hein, on n'est pas du tout, on est plus dans le rouge, on a moins 4% d'activité sur les portefeuilles au niveau de l'activité des gens. On a par contre plus de gemmes qui ont été achetées. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en hausse. Et les transactions sont en baisse et les mines sont en baisse. Et par contre, sur un mois, là, on reste dans le vert avec un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars sur le mois, des portefeuilles qui sont plutôt actifs avec 14 194 wallets actifs, donc c'est pas mal, et également des transactions en hausse. Au niveau des ventes les plus chères, hein. On peut voir là que là on a un comics notamment qui coûte 800 dollars hein, pour une bande dessinée. Et également on voit que là il y a les statuts partenaires de Disney qui coûtent 3000 dollars. Donc là c'est vraiment intéressant. On voit quand même les prix, c'est phénoménal. Et après on a bon 5 dollars, 40 dollars, bon ça va. C'est quand même plus abordable, mais quand même faut sortir 40 dollars pour une figurine, c'est pas rien. Bref. Ouais les amis, donc ça pour les... Maintenant on va passer aux transactions, on va voir un peu ce que ça donne là sur l'ensemble. On va reprendre un petit recul macroéconomique. Donc depuis le début donc enfin sur une année, hein, depuis une année, donc entre 2023 et 2024, on voit que les transactions là sont en train de repartir à la hausse, clairement. On le voit encore plus si on met sur 90 jours. Donc on voit que là on est en train de repartir sur une bonne lancée, donc pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle hein, pour le projet est en train peut-être de repartir à la hausse également sur l'activité. Très important, là on va voir maintenant les achats de gemmes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré directement par l'application VV. Donc on voit que c'était un massacre hein, depuis 2022, hein, depuis son lancement. Effectivement, là on a l'impression que le projet est en train de mourir, mais en fait quand on prend sur 90 jours, hop, regardez, c'est pas du tout le cas, parce qu'on a quand même des chiffres d'affaires très intéressants, hein, malgré la courbe en phase descendante. Donc on voit que malgré tout, le projet reste extrêmement viable, avec 2 millions de dollars de chiffre d'affaires sur un mois. C'est vraiment une énormité comparé au coût, j'imagine, engendré hein, par les charges, l'application, etc. Donc là, on est plutôt en phase de montée légère sur 90 jours, ça stagne un peu. Là, les derniers jours, on a fait un gros chiffre, on le voit pour l'application VV. Ensuite, au niveau des portefeuilles actifs, donc on voit que depuis le début
de la sortie de l'application VV, on est en baisse, hein, clairement. On n'est plus du tout sur les mêmes records qu'on a eu l'année dernière, même en 2022. Mais par contre, sur 90 jours, on voit que là, on a une stabilisation des portefeuilles actifs sur l'application. Voilà, donc c'est plutôt correct, puisqu'on voit que là, il n'y a pas encore de... Ça ne se décline pas plus par rapport à il y a un an, 2 ans. Bon. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour le projet VV Digital Collectible. J'ai pas d'autres nouvelles intéressantes à vous dire là-dessus, que ce soit en bien ou en mal, hein. Donc, ah si, bien sûr, on n'a pas de nouvelles du VV vert, alors je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que là, ça sent pas bon. Alors, ils ont annoncé qu'ils faisaient des closed beta, donc ils invitent des personnes à tester le VVverse, mais c'est vrai qu'ils sont quand même extrêmement en retard, parce qu'ils avaient déjà annoncé l'année dernière que le VVverse, ils allaient le finaliser presque, ou sortir une version alpha ou bêta, je ne sais plus, en 2023. Là, on est déjà en 2024, on n'a pas de nouvelles vraiment. Bon. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment un problème sur ce projet, c'est la communication le respect des jalons qu'ils mettent en place. Alors je ne sais pas si c'est qu'ils ont du mal, hein, à planifier leurs jalons correctement et que c'est pas le problème, c'est pas qu'ils prennent du retard, c'est qu'en fait ils annoncent des dates qui sont pas réalisables ou que c'est l'inverse. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, mais en tout cas c'est pas bon parce que ça démontre quand même qu'il y a un vrai problème de lead quelque part sur le projet. Voilà, c'est plutôt évident, hein, là-dessus. Bon, allez, on continue. Cette fois, on va passer au prochain projet, c'est-à-dire Cardano. Donc voilà, là j'ai un résumé, hein, clairement super sympa du projet Cardano. On fait une petite mise à jour ensemble. Donc on a en fait le comparatif entre 2023 et 2024 à un mois près en fait. Vous voyez, de 15 décembre 2023 jusqu'au 26 janvier 2024. Et donc au 15 décembre 2023, vous voyez, on avait surtout plusieurs mise à jour très intéressante, notamment sur la version Hydra, qui avait été tout simplement lancée, hein, donc la version 0.1.4, qui a apporté tout simplement des améliorations sur le protocole du Layer 1, c'est-à-dire la blockchain Cardano directement. Donc le projet Hydra est toujours en cours, hein, de développement, n'est pas encore lancé définitivement, mais on l'espère que ce sera pour 2024. Mais en tout cas, déjà entre décembre 2023 et janvier 2024, on a des améliorations, puisqu'on a, comme le décrit Chris O ici, on a 4 nouveaux projets qui sont sortis sur l'écosystème du Cardano. On a 10 nouveaux projets qui ont été mis en route. Donc, c'est-à-dire que là, on a un total de 1320 projets qui sont en cours de création, hein, sur l'écosystème du Cardano. Et on a 157 projets qui ont été lancés. Donc, on imagine très bien que quand, hein, tous ces projets-là qui sont en développement vont sortir peut-être plus ou moins en même temps, ben, ça va tout simplement faire exploser l'écosystème du Cardano parce qu'il est déjà très solide avec 157 projets. Mais si vous faites un x10 sur l'ensemble des projets lancés, on voit très bien qu'il y aura un impact, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau des tokens, voilà, on voit tout est en augmentation, hein. De toute façon, à un mois près, vous voyez là, on a 10 000 policies du token en plus. On a des transactions, on a 2 millions de transactions. Chris O le dit très bien, hein, en seulement 4 semaines de plus. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessus. On a un nouveau projet qui a commencé en janvier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Catalyst Fund 11. Donc je vous montre ce que c'est rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez. Plutôt intéressant, hein. C'est, donc là, je suis sur le site du projet Catalyst. Je vous montre comment ça marche, simplement. Et en fait, c'est quelque chose qui permet de financer des projets et de soumettre, surtout de la part de n'importe qui, hein, même vous, n'importe qui peut proposer, eh bien, un projet. Alors, je crois qu'il y a en échange, il faut payer en ADA, enfin, il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises, mais voilà, n'importe qui peut voter tout simplement ou soumettre un projet pour l'écosystème du Cardano. C'est plutôt intéressant. Et après, il y a un système de vote qui a lieu et un système donc de validation finale pour financer et mettre en place le projet. Et donc c'est vraiment intéressant. Donc là, on voit vraiment que la communauté dans le monde du Web 3.0 et même là sur Cardano est de plus en plus mise à l'honneur au final. Ça, c'est très sympa pour tout ce qui est l'aspect décentralisation, philosophie qui est avec ça. Et ça ressemble effectivement beaucoup à la décentralisation et la philosophie du Bitcoin, hein, qui, lui, son objectif est de mettre
et de créer une monnaie numérique de valeur refuge hors du système bancaire traditionnel pour l'ensemble de la population des citoyens. Voilà. Bon, et donc là, on voit que le système se recoupe, mais sur un autre niveau, c'est-à-dire le lancement de projets, et n'importe qui peut donner son opinion là-dessus, et participer au développement, au final, de l'écosystème Cardano. Voilà, les amis, donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Au niveau, je reviens, hop, au un petit rapport sympa là, de développement. Et donc maintenant, je vais parler de tout ce qui est Mithril et Hydra. Donc on n'a pas de nouvelles des projets Hydra, notamment. Donc je rappelle, c'est un des projets les plus importants, les plus révolutionnaires dans l'écosystème du Cardano, puisqu'il va permettre, s'il est mis en place en finalité, de booster le nombre de transactions par seconde là actuellement de très peu, hein, enfin pas de très peu, mais on va dire qui est dans la moyenne pour l'écosystème du Cardano par rapport aux autres blockchains à 1 million de transactions par seconde, ce qui propulserait sur le plan technique la blockchain du Cardano en première position dans le lead mondial des blockchains sur le plan technique. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Et après, derrière, il y a tout ce qui est l'aspect des autres projets. Donc, il y a Mithril. Mithril, effectivement, a eu une mise à jour là en janvier 2024. Donc, on voit que c'est bien parti. Et c'est vrai que Mithril, c'est plutôt un projet d'ensemble global qui vise à améliorer sur l'aspect technique la blockchain Cardano. C'est presque une ère, en fait. C'est, si vous voulez, un jalon de projet. Bon. Donc, il n'y a pas plus de nouvelles là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que ça continue hein, d'être en développement. C'est sous-projet au sein de Cardano. Donc, dès que j'ai des nouvelles, hein, je vous tiendrai au courant dans les semaines qui viennent. J'essaierai d'avoir plus de détails. Et s'il y a des gens, des personnes qui connaissent mieux le projet que moi, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des détails sur Hydra, sur Mithril et d'autres sous-projets au sein de Cardano, vraiment de faire partager tout ça, ce serait sympa. Même pour moi, hein, je serais content d'avoir les informations. Voilà, c'est le but hein, de la chaîne, les amis, à la base, hein. Donc n'hésitez pas, allez-y, commentez. Bon, allez, je continue. Je passe au prochain projet, c'est-à-dire et dernier projet pour aujourd'hui, donc Ripple et notamment le XRP. Et là, vous avez une grosse nouvelle, notamment récente, c'est que Ripple a la volonté donc de acheter, de signer un deal, hein, comme ils le disent ici, pour acquérir Standard Custody. Donc, je rappelle que quand Standard Custody, c'est une entreprise qui est spécialisée dans justement l'aspect de gardiennage, entre guillemets, hein, de crypto-monnaies. Et donc là, on voit que Ripple, pourquoi ils ont fait ça? Ils le disent ici, ils annoncent l'acquisition de Standard Custody pour étendre leur portefeuille de licences et notamment réguler. Donc on voit vraiment que l'objectif de Ripple, et qu'ils ont été presque traumatisés en fait, Ripple, puisque depuis quelques années, toutes leurs acquisitions, notamment Metaco, qu'ils ont acheté il y a quelques mois, eh bien c'est tout en lien avec les licences, la régulation, etc. Donc on voit que leur procès avec la SEC, ça leur a vraiment foutu un traumatisme intégral et que depuis, ils visent vraiment la conformité partout dans le monde. Donc c'est vraiment un comble parce que Ripple, donc c'est une société américaine basée aux États-Unis, enfin peut-être plus maintenant parce que, enfin si avec la SEC, de toute façon ils sont obligés, ils peuvent pas bouger, mais ils ont une légitimité de régulation énorme dans tout le monde entier, sauf aux États-Unis. C'est vraiment le comble absolu pour cette société. Et on comprend tout à fait qu'ils vont toujours plus se diriger en ce sens-là hein, pour se démarquer et essayer de gagner également des billes sur leur procès contre la SEC. Et donc, en parlant d'ailleurs de procès contre la SEC, hop, je vais vous montrer un petit article ici de You Today. Donc, la prochaine deadline pour le match, entre guillemets, de la bataille juridique légale entre la SEC et Ripple aura lieu donc le 20 février. C'est-à-dire que dans 2 jours, on va avoir une nouvelle deadline, on devra avoir plus d'informations, enfin, j'espère en tout cas, hein, sur justement l'aspect de la bataille juridique entre la SEC et Ripple, et notamment il y a de plus en plus de rumeurs qui sortent comme quoi il y aurait une vraie volonté de la part des deux parties, que ce soit la SEC et Ripple, de finaliser vraiment le procès. Il y en a marre, ils en ont marre de se battre peut-être, et ils veulent trouver un terrain d'entente. Donc je ne serais pas étonné qu'en finalité, Ripple paye rubis sur ongle une amende et qu'ils enterrent l'affaire, ils n'en parlent plus. Voilà.
Donc la SEC aura des sous et Ripple aura payé et sera tranquille par la suite. Je ne serais pas étonné que ça finisse comme ça. Mais après, bien évidemment, je ne connais pas l'avenir, ce n'est pas le futur, je n'en sais rien. Bon, après, je continue. Donc là, ce sera tout pour. Il n'y a pas d'autres nouvelles hein, pour Ripple, les amis. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Je vais passer aux actualités crypto plus générales. Et donc, notamment avec un article de cointribune.com, crypto, Bitcoin et Ethereum invulnérables, Dixit Coin Metrics. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on a une étude donc, qui a été faite par Coin Metrics sur plusieurs critères de coût que ça engendrerait pour essayer de hacker donc, les blockchains du Bitcoin et d'Ethereum. Et donc, ils ont pris plusieurs critères. Ils ont pris notamment l'électricité, les moyens matériels, humains, etc., les compétences peut-être. Et quand ils ont accumulé tout ça, ils ont calculé qu'il faudrait des millions de cartes graphiques pour pouvoir représenter une certaine catégorie de population de mineurs, qu'ils puissent eh bien, grossir le nombre de mineurs, donc devenir une part importante. Et en fait, leur objectif là-dessus, ce serait de faire une attaque 51, et donc c'est-à-dire qu'ils prendraient contrôle de 51% de la blockchain du Bitcoin. Parce que je rappelle que le Bitcoin fonctionne sur un consensus de proof of work et donc de minage où les mineurs sont des personnes qui allouent la puissance de calcul de leurs ordinateurs au fonctionnement de l'algorithme du Bitcoin. Et donc, si 51% des mineurs dans le monde arrivaient à se mettre d'accord, eh bien, ils pourraient hacker quelque part la blockchain du Bitcoin. Sauf que pour le faire, c'est quasiment impossible, parce que là, on parle de centaines de milliers de mineurs, même peut-être plus. Et donc, pour qu'un gouvernement puisse faire c'est possible, hein, qu'un gouvernement puisse essayer de hacker le Bitcoin, surtout vu les prix que ça engendre derrière, etc., ça coûterait quand même 20 milliards aujourd'hui, d'après l'étude de Coinmetrics, pour le Bitcoin, et 15 milliards pour hacker et faire l'attaque sur Ethereum. Donc autant dire que déjà, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, elles sont mises de côté, elles ne pourront jamais attaquer, elles n'ont jamais les moyens d'attaquer les blockchains. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord avec Coinmetrics, quand ils disent invulnérable, ben non, parce que ça veut dire que 20 milliards, on voit bien que les États sont capables de mettre des dizaines de milliards, même pour la guerre Russie-Ukraine par exemple. Donc on voit bien que là, on a 50 milliards qui ont été mis sur la table par l'Union européenne pour aider l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Donc, c'est une question plutôt de volonté, je pense, mais c'est vrai que ça refroidit un peu beaucoup le coût que ça engendrerait pour hacker le Bitcoin. Et surtout que derrière, il faudrait que le jeu envahisse la chandelle, et je ne suis pas sûr pour le gouvernement que ce soit le jeu envahit la chandelle, surtout que désormais vous avez toutes les banques et les institutions financières mondiales qui ont mis leur nez dedans, avec les ETF, Bitcoin Spot, justement. Donc je pense que effectivement, là où je rejoins Coinmetrics, c'est plutôt sur cet aspect-là. Parce qu'ils vont pas mettre ces moyens-là parce qu'ils sont déjà dans la partie au final. Mais c'est pas non plus impossible. Et c'est pas, voilà, c'est plutôt là-dessus. Donc plutôt une bonne nouvelle quand même. Vaut mieux ça que l'inverse, hein, je ne veux pas vous le cacher. Et sinon, bah, écoutez, je vais continuer avec un autre article, cette fois de Coin Academy, donc le Bitcoin. La demande pour Bitcoin, BTC est 10 fois supérieure à l'offre selon Michael Saylor. Donc ça, c'est pour lui, pour Michael Saylor, c'est ce qui expliquerait également pourquoi au fur et à mesure du temps, la demande en Bitcoin explose. Et donc, vous avez les prix hein, qui explosent, puisque l'offre de Bitcoin elle diminue quasiment au fur et à mesure du temps, puisque tous les 4 ans, vous avez les halvings. C'est justement le principe. C'est pour ça que le halving, à chaque fois, provoque le démarrage d'une augmentation des prix. C'est parce qu'il y a une baisse de l'offre des bitcoins à chaque halving. Du moins, de nouveaux bitcoins entrant sur le marché. Alors que la demande en bitcoin augmente. Donc, c'est vraiment qu'une question de mathématiques, presque d'offre et de demande, hein, pour justifier les prix du bitcoin et leur évolution au fur et à mesure du temps. Et donc là, il dit, Michael Saylor, qu'il annonce la transformation de MicroStrategy. Donc, je rappelle que Michael Saylor, c'est le fondateur, un cofondateur de MicroStrategy. Et MicroStrategy est très connu pour acheter régulièrement du Bitcoin. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont à peu près à plus de 150 000 Bitcoins dans leur trésorerie. Donc c'est une des entreprises qui possède le plus de Bitcoin au monde. Et donc là, Michael Saylor annonce que MicroStrategy, en fait, va devenir également
un acteur majeur dans le développement du Bitcoin, stimulé par une demande pour BTC surpassant l'offre. Donc là, c'est intéressant ce qui est en train de se passer quand même. Donc on voit vraiment que les institutionnels sont en train de se jeter à fond sur le Bitcoin dans tous les sens. Bon. Donc ce sera tout hein, aujourd'hui les amis pour l'actualité crypto générale. Et maintenant, j'ai passé à quelques articles sur l'actualité économique, cette fois où il y a des choses intéressantes à dire. Donc là, j'ai un article de latribune.fr. Donc on a Bruno Le Maire va réviser à la baisse les prévisions de croissance de la France. Le ministre des Finances sera ce dimanche invité du 20h de TF1 afin de présenter un nouveau train d'économie nécessaire. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui c'est qui va devoir faire les efforts? Donc on n'est même pas encore sur l'interview, hein. Vous voyez, c'est au 18 février 2024. Donc ce soir, il y aura l'interview. Donc la vidéo, je pense que je la posterai après l'interview, le temps que de la compiler et tout, bien évidemment. Et vous allez voir qu'il va nous dire qu'il faudra faire des efforts sur une situation que c'est lui-même enfin, qu'ils ont eux-mêmes mis en place au final au gouvernement avec les sanctions prises contre la Russie, la guerre qu'ils sont en train d'intensifier avec, on l'a vu, hein, les milliards qu'ils sont en train de donner à l'Ukraine. Donc, ils sont en train de nous entraîner, en fait, dans une troisième guerre mondiale contre la Russie, alors que nous, on n'a rien demandé, hein, au final. Bon. Donc, c'est, voilà, et surtout, Bruno Le Maire va réviser à la baisse les prévisions de croissance. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est la preuve, encore une fois, que à chaque fois qu'ils nous vendent des chiffres, 3 mois, 4 mois après, systématiquement, hein, et souvenez-vous, ça a été ça en 2022, ça a été ça en 2023, et là, c'est encore le cas en 2024. Et après, il y a la vérité qui les rattrape, et donc sont obligés de réviser à la baisse leurs chiffres au final, quels qu'ils soient. Bon. Donc là, on voit bien qu'on a un vrai problème au niveau de la gestion au final de notre pays, quoi. C'est évident. Donc on a les sanctions qui sont en train de nous rattraper. On a les prix du gaz qui n'ont jamais été au plus bas. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est que les prix du gaz, depuis la crise énergétique, n'ont jamais été au plus bas. Et pourtant, on nous annonce que les prix du gaz vont augmenter pour les particuliers, les professionnels, etc. Donc là, on est vraiment dans la politique du pas ce qui se passe, hein. On ne sait pas comment ils font pour faire ça, mais voilà, donc les amis, donc c'est nous qui allons payer les pots cassés. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas surprenant, mais on nous le rappelle du coup là-dessus. Alors ensuite, j'ai un autre article donc de Les Échos cette fois, semaine de tous les records sur les bourses mondiales. Donc Wall Street et les places européennes sont dopées par les bons résultats des entreprises et par les promesses de l'intelligence artificielle. Certains commencent à mettre en garde contre une bulle de la tech américaine. Alors ça, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. C'est pour ça que je trouvais cet article vraiment sympa, il résume bien les choses. Et donc c'est vrai que là, enfin, je vous le disais la semaine dernière, dans l'actualité crypto précédente, qu'on a un vrai problème en ce moment, c'est qu'on a une explosion littérale, et surtout de quelques entreprises américaines, notamment Nvidia, a fait monter le marché boursier américain quasiment à eux tout seuls. Hein. Bon. Et donc là, on est en train vraiment d'assister à quelque chose, c'est que on est dans un contraste entre les bourses américaines d'un côté, on a la bourse européenne qui est au milieu, hein, et la bourse chinoise. La bourse chinoise est en train de se faire descendre en flèche à cause de la crise immobilière, notamment. La bourse américaine monte en flèche, et nous, on est au milieu, les Européens, on a un peu tiraillé dans tous les sens au gré du vent. Donc, là, ce que je vois venir, personnellement, c'est qu'on va avoir une bulle qui va éclater notamment aux États-Unis, effectivement sur la tech, et tout cela à cause en plus de la crise chinoise qui va forcément impacter par la chute de son marché boursier les autres bourses mondiales. Et donc je ne serais pas étonné qu'à cause de la mauvaise passe qu'est en train de vivre la Chine sur son marché boursier, ça crée donc une panique sur les marchés européens et américains. Et comme en plus on est dans une bulle spéculative là, j'ai l'impression effectivement sur le marché boursier américain, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire que le retour de bâton, ça va vraiment être monumental. Et donc, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que ça me rappelle énormément le contexte, même peut-être encore pire, que le contexte de la Grande Dépression de 1929, où vous avez eu eh bien, une crise économique majeure, hein, jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Et même la crise de 2008, c'était rien comparé à la crise de 1929, je vous rappelle. Voilà. Donc là, on est peut-être à l'aube
Je ne serais pas étonné en tout cas. Après, on verra, hein. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être tant mieux si ça continue à monter hein, à l'infini. Mais on sait très bien qu'il y a une fin à tout, à toute chose. Et encore plus quand dans un contexte géopolitique et financier déstabilisé au niveau mondial. Bon. Donc après, voilà, moi je donne l'info. Chacun fait ce qu'il veut et pense comme il veut, hein. De toute façon, on ne connaît pas l'avenir. Donc on ne peut pas dire. Mais il y a des indices quand même de plus en plus forts à ce niveau-là. Ensuite, hop, je finis sur un dernier article de la tribune.fr, les amis. Donc, la Chine, une crise structurellement conjoncturelle. Il faut relire plusieurs fois le titre, mais en vrai, c'est plutôt, je suis plutôt d'accord. Donc, c'est un article qui date du 15 février 2024. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème là avec la Chine. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est que là, ils sont en train de se faire descendre en flèche sur leur marché boursier à cause de leur chute de leur secteur immobilier. Et derrière, également, ils ont des problèmes avec leur économie, parce qu'ils sont en déflation carrément, donc ça va forcément se répercuter sur le monde. Bon. Et donc, ce que je trouvais intéressant dans cet article, donc de la part de Christophe Steiner, et donc il y a donc Christophe, professeur de géostratégie à l'Université catholique de l'Ouest. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il parle vraiment d'une crise. C'est pas seulement un problème lié au marché boursier et à la chute de leur système immobilier. C'est que derrière, il y a vraiment une crise sur la structure qui ressemble un peu, sur certains points, bien évidemment, à la crise de l'URSS au final. C'est-à-dire l'URSS avant qu'il s'effondre pour passer à la Russie. Et sur un autre modèle économique, plus moderne. Et donc là, on voit que la Chine, c'est vrai que c'est un des derniers régimes communistes, si je puis dire, et on voit qu'ils ont des problèmes de plus en plus forts à ce niveau-là, donc au niveau économique. Et donc c'est écrit ici, donc ils disent la crise économique conjoncturelle qu'affronte la Chine n'est en réalité que le symptôme d'une crise structurelle majeure. Voilà. Et c'est vrai qu'ils disaient qu'il y aurait plusieurs hypothèses, donc soit la Chine va quand même arriver à s'en sortir en injectant des milliards et des milliards et des milliards, j'en passe, soit ils peuvent tenter de effectivement lancer une attaque sur Taïwan pour justement essayer de gérer un peu et de détourner le regard sur sa population sur la frustration de la crise économique. Et c'est vrai que ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a un moment, hein, plutôt il y a plusieurs mois, même si la Chine n'est jamais tentée, hein, c'est vrai qu'on se penche un peu sur la structure de la Chine, enfin, sur leur histoire et tout, c'est pas un pays qui est expansionniste. Ils n'ont pas une mentalité expansionniste. C'est vrai. Mais ils n'ont jamais connu une telle crise, en fait. Au niveau moderne, hein, sur l'ère moderne, la Chine n'a jamais connu une crise telle qu'ils sont en train de la vivre aujourd'hui. Donc là, ça va être très intéressant de voir comment, sur le plan politique, géopolitique, la Chine va se comporter et si elle est capable ou non de déclencher, par exemple, une bataille à Taïwan pour essayer de conquérir et de détourner le regard. Ce qui est, je rappelle, un une des stratégies les plus utilisées dans l'histoire hein, pour justement occuper les citoyens. Et d'ailleurs, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Que font nos dirigeants? Eh bien, ils nous focalisent contre un ennemi, c'est-à-dire contre la Russie, pour pas qu'on se révolte hein, en Europe. Ça, donc c'est utilisé par tous les régimes, que ce soit de la dictature jusqu'à la démocratie. Quand je dis démocratie, je suis même pas sûr qu'on soit encore en démocratie en Europe. Je sais que j'énerve des gens quand je dis ça, mais faut se rendre des fois à l'évidence. Enfin, aujourd'hui, la liberté est un leurre au final en Europe. Enfin, faut se rendre à l'évidence quand même. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans en plus en détail. Mais du coup, voilà, donc je trouvais très intéressant là-dessus, parce qu'on voit que les choses bougent, hein, clairement, et que l'économie est au centre vraiment de tous ces mouvements géopolitiques. Bon, voilà, hop, donc je vais finir donc la vidéo, les amis, ici. Je rappelle, donc je ne suis pas un conseiller financier, ni en investissement, vous devez faire vos propres recherches. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire pour finir quand même sur une bonne note, qu'il y a des solutions hein, à tout ça. Les solutions, je rappelle, c'est l'or, l'argent physique, qui sont les valeurs refuges par excellence. Parce que si, parce que là on voit quand même qu'on est, même si on n'est pas forcément tous d'accord sur la nature de ce que prennent les choses, on va dire, on est sûr d'une chose tous, c'est qu'il se passe des choses et qu'il va se passer des choses. Clairement, ça bouge beaucoup. Donc, si par exemple il y a un marché boursier qui s'effondre, un système derrière qui entraîne le système bancaire,
et qu'on a un système traditionnel qui est impacté, mais il ne restera pas 36 000 solutions. Il restera l'or, l'argent physique, qui seront toujours les valeurs refuges par excellence depuis la nuit des temps. Et donc, vous pourrez peut-être troquer de l'or ou l'argent contre de la nourriture, mais une pépite d'or, vous ne pouvez pas l'échanger contre une baguette de pain. Donc, pour ça qu'il faut penser aussi à l'aspect sécable des choses. Donc, peut-être prendre un peu d'or, mais aussi de l'argent de manière sécable pour pouvoir troquer. Là, je vais loin dans le raisonnement, hein, mais tant qu'à faire, aller jusqu'au bout du raisonnement, je vais jusqu'au bout du raisonnement, hein, comprenez? Ensuite, il y a la cagnotte crypto-monnaie, parce qu'on voit de plus en plus que le Bitcoin est en train d'être légitimisé dans tous les sens par tout le monde, par toutes les institutions, même, pourquoi pas bientôt les gouvernements. Et que après, on ne sait pas comment, malheureusement, on ne sait pas comment va réagir le Bitcoin et comment vont réagir les cryptos en cas de chute du système traditionnel. Donc, soit effectivement les cryptos vont exploser encore plus parce que tout le monde n'aura pas le choix de se jeter sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et donc, il y aura un afflux massif d'argent qui va faire encore plus exploser le Bitcoin et les cryptos dans un contexte en plus de bull run. Donc, on peut avoir un méga bull run à cause de ça, pourquoi pas. Ou inversement, il peut se péter la figure au même titre que tout le système traditionnel boursier. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas, c'est une cagnotte qui peut être intéressante sur cet aspect-là de refuge déjà contre l'inflation. On l'a vu, hein, le Bitcoin là, a une très bonne valeur refuge contre l'inflation. Pas pour rien qu'il y ait plusieurs pays, des citoyens dans des pays en crise économique comme l'Argentine, l'Iran, le Nigeria, etc., qui se jettent en masse sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, c'est pour échapper justement à la dévaluation de leur monnaie fiat et également aux mesures mises en place par leur régime autoritaire, dans certains pays, hein, voilà. Et donc, et à côté de ça, vous avez la troisième cagnotte, c'est le système traditionnel, hein, parce que, bien évidemment, il faut garder cette cagnotte-là pour le système bancaire, etc., parce que peut-être qu'il ne se passera rien, et donc ce serait dommage de jeter cette cagnotte-là s'il ne se passe rien. Même si, je dois l'avouer, j'ai de plus en plus de mal à penser qu'il ne se passera rien quand on voit la conjoncture des événements, justement, qui s'enchaînent. Bon. Et après, je ne parle plus de la cagnotte. Il y a un moment, je parlais de la cagnotte action boursière. Je n'en parle plus parce que je pense que s'il se passe quelque chose, ce sera la première cagnotte à se faire balayer. Donc, clairement, hein, quand on l'a vu, s'il y a un retour de bâton et qu'il y a une crise financière, le marché boursier sera en première ligne de mire pour se péter la figure, hein, bah, comme en 2008 et comme durant la crise de la Grande Dépression de 1929. Après, ce sera les banques, une nouvelle crise bancaire. Et derrière, pourquoi pas, peut-être les crypto-monnaies en même temps, etc., je ne sais pas. Voilà, ça, c'est vraiment un mystère qu'on va pouvoir étudier, hein, si on rencontre cette situation. Bon les amis, bon bah écoutez, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 62. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés sur la chaîne. On est déjà à plus de 600 abonnés, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, hein, pour toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, ou même les récentes, les anciennes, les futures. Voilà. Bon allez, prenez soin de vous, c'est un bon week-end, une bonne semaine, la bise, ciao.